Dimanche 30 juillet 2023, bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la 7. Nous parlerons dans cette édition des recommandations de la CVJR, précisément du dédommagement des victimes des violences à caractère politique de 1958 à 2005, confiées au Ashkroun par les autorités. À compter de l'année prochaine, les candidats en lice pour les diplômes de licence et master seront soumis à des examens nationaux. C'est l'un des résultats des réformes enclenchées au sein du système éducatif togolais. On en parle tout de suite. Actualité concernant le Niger, les dirigeants des pays de la CEDEAO se sont réunis ce dimanche à Abuja en sommet spécial. La communauté, à travers un ultimatum, demande une restitution de l'ordre constitutionnel. Tous les détails à suivre dans un instant. Et puis en Centrafrique, le projet constitutionnel qui prévoit l'augmentation de la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans ainsi que la limitation de mandat a été soumis ce dimanche à 1,9 million d'électeurs. Nous vous donnons les détails dans cette édition. Voilà, c'était tout pour les titres. Restez avec nous pour en savoir davantage. Bienvenue à tous. Le dédommagement des victimes des violences à caractère politique de 1958 à 2005, confié au Ashkroun par les autorités, fait partie des quelques rares recommandations de la CVJR. Celles restantes semblent souffrir d'un certain manque de volonté des acteurs politiques du pays à voir le processus s'aboutir. Les explications avec Bernard Canvi. Les crises sociopolitiques qu'ont connues le Togo ont souvent engendré des fissures des liens sociaux et tétanisé les interactions entre divers groupes ethniques togolais, surtout en milieu multiculturel. Cette atmosphère conflictuelle qui a longtemps entaché le vivre ensemble social a retenu l'attention de différents acteurs sociopolitiques. Pour amener les Togolais à se pardonner et à se réconcilier, le gouvernement a mis en place en 2009 la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR. Cette dernière accouche de 68 recommandations après 2 ans d'activité. Le rapport de ces recommandations est remis au chef de l'État Faure Gnassingbé en avril 2012. Même si en 2014, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun a vu le jour pour parachever les missions de la CVJR, cependant, pas grand-chose à part le recensement et l'indemnisation des victimes des crises sociopolitiques que le pays a connues de 1958 à 2005. Il est donc temps que les autorités passent à la mise en application des autres recommandations pour favoriser le pardon et la réconciliation nationale. 4 milliards de francs CFA, c'est la contribution de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP au trésor public du Togo dans son exercice 2022. Une augmentation par rapport à l'exercice 2021. Et là, il faut savoir que les sanctions financières contre les sociétés de communication y ont contribué énormément. Kofi Kligué pour le point. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP a généré 4 milliards de francs CFA à l'État togolais durant son exercice 2022. C'est ce que révèlent les chiffres officiels sur la gestion de l'organe de régulation. En 2021, c'est 3,94 milliards de francs CFA qui ont été apportés à la caisse de l'État. Cette augmentation des recettes s'explique par la série de procédures de sanctions que l'autorité a enclenchées contre les entreprises sous sa coupole. Des procédures qui ont abouti à 3 mises en demeure et à 3 pénalités financières. Les pénalités ont été appliquées à Togo Cellulaire, Move Africa et au groupe Vivendi Africa, l'auteur de Canal Box. 3,4 milliards de francs CFA ont été collés à Togo Cellulaire pour différenciation tarifaire intra- et extra-réseau et pour manquement grave à l'obligation d'assurer une disponibilité permanente des services de communication électronique mobile. Move Africa a été condamné à payer un total de 594 millions de francs CFA pour non-respect de l'obligation de disponibilité des services. Pour le groupe Vivendi, il a été mis en demeure pour manquement grave et récurrent à la disponibilité de services. Ces pénalités ont été les facteurs qui ont boosté les recettes de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP.
Le téléchargement et l'exploitation illicite de contenus multimédia est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui affecte autant les ayants droit, les autorités ainsi que les consommateurs. Afin d'y faire face, un atelier initié par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ARCEP tenu en semaine dans la capitale. Les précisions avec Harold Métrato. Le téléchargement de films, séries, clips ou musiques dans le but de les diffuser sur d'autres plateformes est illégal. C'est ce que rappelle l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI. Ce phénomène, qui prend de l'ampleur, pénalise les ayants droit et représente un manque à gagner pour les finances publiques des pays. Pour y faire face, un atelier national d'information et de sensibilisation sur l'exploitation illicite des programmes audiovisuels par Internet est en cours depuis ce mardi à Lomé. Ce dernier va permettre à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et à des acteurs d'identifier et de proposer des pistes de solutions. Plusieurs solutions sont déjà envisageables. Tout d'abord, la possibilité de bloquer les utilisateurs responsables de tels actes, même si l'utilisation de VPN permet de contourner ces restrictions. La seconde solution réside dans la possibilité de supprimer la connexion Internet des contrevenants. Cette solution suppose cependant une intervention du fournisseur d'accès et une procédure préalable. Pour rappel, au-delà des problèmes économiques liés à la diffusion de ces contenus illicites, le téléchargement en lui-même représente un risque sécuritaire non négligeable pour les utilisateurs. En effet, ce dernier les expose à des virus et à des logiciels malveillants qui peuvent endommager leurs appareils. Les réformes se poursuivent au sein du système éducatif togolais. Dès l'année prochaine, les candidats en lice pour le diplôme des licences et masters dans les différentes universités privées devront passer par des examens nationaux. Nouvelle disposition annoncée par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Désormais, pour obtenir les diplômes des licences et des masters, à partir de l'année prochaine, les candidats devront passer des examens nationaux. C'est la nouvelle disposition annoncée par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. En effet, avec une hausse significative de la population estudiantine, passant de 54 174 en 2011 à 110 000 en 2022, une prolifération des établissements privés d'enseignement supérieur a également été constatée sur l'ensemble du territoire. Ces derniers, avec l'instauration du système LMD, offrent des formations en parcours de licence et de master. Cependant, une certaine disparité et des incohérences sont constatées dans les offres de formation faites par ces universités. Ceci dû à une inexistence des curricula officiels validés et régulièrement mis à jour par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ainsi, au vu des multiples répercussions et en quête d'une qualité de l'enseignement, le ministère de tutelle a annoncé la tenue des premiers examens nationaux des licences à partir de l'année prochaine et celle de ceux des masters en 2026. Selon les informations, cette nouvelle disposition a connu l'adhésion massive des promoteurs des universités privées. Pour rappel, elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Revue de la politique d'orientation et promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires » contenu dans le plan stratégique Togo 2025. Une nouvelle application de collecte d'informations, c'est ce que met le ministère en charge de la culture et du tourisme à la disposition des structures d'hébergement de touristes. L'idée reste celui de faciliter l'enregistrement des informations liées à la fréquentation de ces établissements sur le territoire national. Le reportage. Procéder autrement et faciliter le processus de collecte d'informations relatives à la fréquentation des établissements d'hébergement au Togo. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Culture et du Tourisme met à la disposition des établissements d'hébergement touristique une application web destinée à l'enregistrement des clients, aussi bien pour la fiche des polices que pour celle de tourisme. Ceci vient remplacer les supports papier et s'impose aux opérateurs touristiques opérant sur toute l'étendue du territoire conformément à la loi en vigueur dans le pays et ce jusqu'à nouvel ordre. Les contrevenants à cette obligation s'exposent aux sanctions prévues par les règlements en vigueur et les données enregistrées seront exploitées de façon confidentielle, toujours en accord avec la loi portant organisation de l'activité statistique dans le pays et relative à la protection des données personnelles.
Naturellement touristique, le pays présente de multiples atouts qui rendent le secteur dynamique. L'on dénombre au Togo plus de 500 établissements d'hébergement, sans compter les maisons d'hôtes avec une forte concentration dans les régions maritimes et plateaux. D'ici 2025, le secteur devrait contribuer à l'économie nationale à hauteur de 6,2%. L'Afrique est la croisée de chemin en ce qui concerne l'insécurité alimentaire. C'est ce qu'indique le dernier rapport du Programme alimentaire mondial. Ce rapport interpelle les gouvernements africains à prendre des mesures concrètes pour transformer le secteur agricole. Le point dans l'élément qui suit. L'insécurité alimentaire gagne de plus en plus les pays africains, ce qui devient inquiétant. Selon le dernier rapport du Programme alimentaire mondial, la sécheresse prolongée dans la Corne de l'Afrique a laissé 23,4 millions de personnes dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë, avec plus de 5 millions d'enfants dans une situation de malnutrition. Dans la sous-région ouest africaine, le nombre de populations en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle ne cesse d'augmenter. Au total, 47 millions de personnes en souffrent. Les causes de cette insécurité alimentaire sur le continent sont entre autres la flambée des prix de première nécessité, la faible productivité agricole qui condamne des familles à la famine. Si d'année en année, le taux de malnutrition augmente en Afrique subsaharienne, cela puise ses raisons de la détérioration du pouvoir d'achat et de l'accès limité à une alimentation saine et aussi la multiplication des conflits qui fait des millions de déplacés, sans oublier le changement climatique. Ce dimanche à Niamey, des milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade de France. Certains ont insisté pour pénétrer dans l'enceinte du bâtiment et d'autres ont carrément arraché puis piétiné la plaque affichant ambassade de France au Niger avant de la remplacer par des drapeaux russes et nigériens. Lieu symbolique, la place de la concertation de Niamey est noire de monde. Des Nigériens qui arborent leur drapeau national, mais aussi celui de la Russie. Le président russe est acclamé, tandis que la France est quant à elle conspuée. Un rassemblement commenté par le général Tiani lui-même sur les réseaux sociaux. Une marche de soutien organisée par nos compatriotes est en cours depuis 9 h à la place de la concertation de Niamey. Cette démonstration de force est du jamais vu dans la capitale depuis plus de 10 ans. Elle témoigne du fait qu'ils ont été bâillonnés par l'ancien pouvoir. Des manifestants qui défilent ensuite jusque devant l'ambassade française à quelques kilomètres de là. La plaque du bâtiment a été arrachée, remplacée par des drapeaux nigériens et russes. Une démonstration de force à destination de la France, des Européens, mais aussi des organisations africaines. Les gens souffrent dans ce pays-là. Et les Nigériens là, ne doivent pas vivre comme ça. Tu vois, non. À l'heure actuelle, tout le peuple là, va sortir pour soutenir les pushistes. Parce qu'eux, là, ils sont venus pour équilibrer le pays. Je voudrais dire à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CEDEAO, s'il vous plaît, restez en dehors de nos affaires. Des faits condamnés avec fermeté par les autorités françaises dans un communiqué. Samedi, elles ont annoncé la suspension de leur aide au développement et de leur coopération en matière de sécurité. Après les derniers incidents survenus ce jour au Niger, le chef de l'État fait savoir que quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux entreprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. Réunis ce dimanche à Abuja, au Nigeria, en sommet extraordinaire, les pays d'Afrique de l'Ouest évaluent la situation après ce coup d'État militaire, avec de probables sanctions à la clé. Le putsch au Niger est vivement condamné par les partenaires occidentaux du pays. Plusieurs pays africains et l'ONU demandent la libération du président Mohamed Bazoum. Il n'est apparu sur aucune image depuis l'annonce du coup d'État ce mercredi. Mohamed Bazoum, président élu du Niger, renversé et toujours en résidence surveillée, mais pas isolé. Ses alliés se sont opposés au coup de force des militaires. En Afrique d'abord, l'Union africaine donne un ultimatum aux putschistes pour rétablir l'autorité constitutionnelle sous 15 jours et exige des militaires le retour immédiat et sans condition dans leurs casernes. Ces exigences interviennent en marge d'un sommet de la CEDEAO à Abuja.
des sanctions pourraient bien y être prises à l'égard des militaires. Le président kényan a lui aussi condamné ce coup d'État et en appelle à la communauté internationale. La résurgence des coups d'État militaires et des tentatives de subversion de la volonté des peuples sur notre continent bien-aimé exige une réponse unie et globale afin que les responsables soient tenus de rendre compte de leurs actes. Les alliés occidentaux de Mohamed Bazoum se tiennent d'ailleurs derrière lui, en premier lieu desquels les États-Unis, au soutien qualifié d'indéfectible par Anthony Blinken. Nous sommes activement engagés auprès du gouvernement nigérien, mais aussi auprès de nos partenaires dans la région et dans le monde. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que la situation soit résolue de manière appropriée et pacifique. Même ton ferme du côté de l'Union européenne. Dans un tweet, son chef de la diplomatie annonce suspendre les actions de coopération dans le domaine sécuritaire et met en garde contre toute rupture de l'ordre constitutionnel. Parlant toujours de la crise au Niger, les dirigeants des pays de la CEDEAO se sont réunis ce dimanche à Abuja en sommet spécial. L'institution sous-régionale donne un ultimatum d'une semaine aux poutistes pour restaurer l'ordre constitutionnel. Elle affirme également ne pas exclure le recours à la force. D'autres sanctions frappent également Niamey, notamment la suspension de toutes les transactions commerciales et financières, le gel des avoirs des militaires poutistes et la libération immédiate du président Bazoum. Direction au Sénégal. Arrêté vendredi dernier pour vol avec violence de téléphone portable, Ousmane Sonko va devoir faire face une fois encore à la justice contre le principal opposant sénégalais condamné en juin dernier pour 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. De nouvelles charges sont retenues. Ousmane Sonko n'en a pas fini avec ses ennuis judiciaires. Arrêté vendredi, l'opposant sénégalais est poursuivi notamment pour appel à l'insurrection. Une procédure qui, selon le procureur de la République, n'a rien à voir avec l'affaire de Mœurs pour laquelle il a été condamné en juin et qui a engendré de graves troubles. Il sera poursuivi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol. Un vol que conteste Ousmane Sonko. Il accuse les forces de sécurité présentes devant son domicile de l'avoir filmé. Il aurait demandé d'effacer les images en vain. Ousmane Sonko a lui-même reconnu avoir arraché violemment le téléphone portable d'une dame gendarme. Et ces faits sont qualifiés juridiquement de vol. Ça a été un peu ridiculisé dans les réseaux sociaux en parlant qu'Ousmane Sonko a été arrêté pour vol. Mais en réalité, c'est l'élément déclencheur de son arrestation, qui était d'ailleurs imminente. Par conséquent, il sera également poursuivi pour vol. L'opposant sera interrogé lundi par un juge qui décidera ou non de retenir les charges qui pèsent contre lui. Candidat à la présidentielle, Ousmane Sonko avait été condamné en juin à 2 ans de prison ferme dans une affaire de Mœurs, un verdict qui le rend inéligible en l'état. Nous vous l'avons dit dans les titres, en Centrafrique, le projet de nouvelle constitution est soumis ce dimanche à 1,9 million d'électeurs. Le projet constitutionnel prévoit notamment d'allonger la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans et de supprimer la limitation du nombre de mandats, ce qui permettra au président Faustin Archange Touadéra de briguer un 3e mandat. Les principaux partis de l'opposition ainsi que les groupes armés rebelles ont appelé à boycotter le scrutin. Au cours du sommet Afrique-Russe tenu les 27 et 28 juillet dernier, Vladimir Poutine a laissé entendre que les suggestions africaines sont en étude afin d'identifier une solution au conflit qui l'oppose à l'Ukraine. À croire le patron du Kremlin, les propositions de la médiation africaine ne sont pas ignorées mais plutôt respectées et faisant objet de réflexion. Le reportage. Moscou examine attentivement les propositions africaines pour trouver une issue au conflit en Ukraine. C'est ce qu'a affirmé Vladimir Poutine lors du 2e sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg. Mi-juin, une délégation africaine s'était rendue en Ukraine, puis en Russie, pour proposer sa médiation dans le conflit sans parvenir à des résultats immédiats.
Kiev avait rejeté l'offre africaine et le Kremlin avait jugé que le plan était très difficile à mettre en œuvre. Je pense qu'en général, l'initiative africaine de paix pour l'Ukraine peut être la base de certains processus visant à la recherche de la paix, comme par exemple l'initiative chinoise. Ils ne prétendent pas que leur initiative est en contradiction ou en concurrence avec d'autres. En général, la discussion avec les dirigeants africains a été longue et substantielle. Nous avons probablement parlé pendant 1h30. Tout le monde s'est exprimé sur cette question. Je tiens à souligner une fois de plus qu'il s'agissait d'une position tout à fait amicale, d'une recherche réelle de moyens, d'opportunités pour désamorcer la situation entre la Russie et l'Ukraine. Malgré l'offensive en Ukraine et les efforts des Occidentaux pour l'isoler sur la scène internationale, la Russie peut toujours compter sur le soutien de plusieurs pays africains, sud-américains ou encore asiatiques. Sans aller jusqu'à soutenir Moscou ouvertement, certains pays privilégient le silence, un silence souvent révélateur de leur position. Clap de fin pour le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en présence de délégations de 49 pays africains dont 17 chefs d'État. Parmi les nombreux sujets abordés, il y a notamment eu celui de la guerre en Ukraine. Le président sud-africain, vivement critiqué par les États-Unis pour avoir refusé de prendre position, s'est exprimé sur le sujet. Même dans le cas du conflit en Ukraine, nous continuons à plaider en faveur de la paix. Dernière actualité pour clore cette édition, des milliers d'Israéliens continuent encore à manifester leur opposition à la réforme controversée du système judiciaire après le vote d'une mesure clé par le Parlement le lundi dernier. Les manifestants dénoncent une dérive autoritaire du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Dans les rues de Tel Aviv, la contestation ne faiblit pas malgré le vote. Quelques jours après l'adoption par le Parlement d'une disposition de la réforme du système judiciaire, les Israéliens sont déterminés à faire plier le gouvernement de droite de Benyamin Netanyahou. Nous ne nous arrêterons pas. Cela nous prendra 1 mois, 1 an, 5 ans. Nous n'abandonnerons jamais. Jusqu'à la fin, Israël sera une démocratie. Honte à la nation dont Netanyahou est le chef. Ils essaient de nous pousser à devenir un État religieux et nous n'abandonnerons pas. Le projet vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Jour du vote lundi dernier au Parlement, les opposants ont dénoncé une dérive autoritaire de la part du gouvernement. Benyamin Netanyahou, lui, s'en défend. C'est une petite correction. La réforme est décrite comme la fin de la démocratie israélienne. Je pense que c'est idiot. Pour l'instant, le processus législatif est en suspens en raison des vacances d'été du Parlement. Ces manifestations sont d'ores et déjà considérées comme les plus importantes de l'histoire du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.